Salut internet, comment ça va? Depuis quelques années, les séries ont eu un regain de succès foudroyant en se réappropriant certains codes du cinéma et en changeant leur sujet phare. Pour ma part, malgré un intérêt pour certaines, je n'ai pas été touché par cette tendance. Mais pourtant, deux genres ont été des coups de cœur pour moi lorsque j'étais plus jeune. Les séries de famille quand j'étais enfant et les sitcoms durant mon adolescence. Et bien sûr, ma première sitcom, comme beaucoup, a été le précurseur du genre, Friends. Série créée par Marta Kaufman et David Crane, Friends a été diffusée de 1994 à 2004 et a été le symbole de toute une génération. Pour ma part, adorer cette série serait un euphémisme. J'ai tellement aimé que je l'ai regardé plus de 10 fois. D'autres séries et d'autres genres m'ont plu, mais j'y reviendrai dans d'autres tops. Aujourd'hui, restons sur Friends. Cette série a, on peut le dire, inventé la sitcom, posant les fondements de ce que deviendront plus tard ses descendants. Malgré le fait qu'elle se soit arrêtée il y a 10 ans, cette série reste très sympa à regarder aujourd'hui. Les épisodes sont bien construits, les saisons s'enchaînent bien, et les personnages sont drôles et attachants. Personnages qui seront le sujet de ce top d'ailleurs. Dans Friends, l'intérêt des protagonistes est bien évidemment qu'ils sont tous liés par une amitié profonde, mais aussi parce qu'ils sont la représentation des différentes personnalités de jeunes adultes des années 90. Représentation mise en place dans la grande ville américaine par excellence, New York. Aujourd'hui, mon top sera en 12 points. Oui, 12, pas 10 comme la dernière fois. Que voulez-vous? Je suis un malade mental, marginal, totalement imprévisible. Top 12 donc sur les personnages les plus marquants et intéressants de la série. C'est parti. Et on commence avec mon numéro 12. Marcel, petit singe que Ross a recueilli dans la saison 1, Marcel va devenir le colocataire de Ross pendant une bonne partie de cette saison. L'histoire de Ross et Marcel est vraiment mignonne. Au début, Marcel n'obéissait jamais à Ross. Et comme ce dernier allait être père, il se posait la question, comme beaucoup de futurs pères, de savoir s'il allait être à la hauteur. Doute d'autant plus grand avec un singe qui n'en fait qu'à sa tête. Mais à la suite d'un accident de Scrabble, Marcel se fait sauver par George Clooney grâce à Ross. Ross qui se fait ainsi accepter par Marcel, lui donnant la sensation d'être un bon père. Cette partie a l'air complètement what the fuck sortie de son contexte, mais celles et ceux qui ont vu la série comprendront la logique. Pour les autres, allez la mater. Plus vite que ça. Mais malheureusement, après ça, Marcel va passer par la merveilleuse période qu'est l'adolescence. Et comme tous les ados mâles du monde, il va être assez excité par tout et n'importe quoi. Mais tout quoi. Chaises, poupées, chaussures, jambes du pauvre Ross. Marcel va donc devoir aller dans un zoo et quitter Ross. Ils ne se reverront par la suite que dans la saison 2 avec Jean-Claude Van Damme. Marcel est un personnage pas très important, mais son histoire est mignonne et ses interventions au cours de la saison 1 marrantes. Numéro 11, un personnage de poids, le gros tout nu. Le gros tout nu est le propriétaire de l'appartement de l'immeuble qui se situe en face de chez Monica et Rachel. Et comme son nom l'indique, il est tout nu. C'est le seul personnage récurrent de la série dont on ne voit pas le visage. Il représente le voyeurisme et les ragots que les voisins ont entre eux. Observé par nos héros régulièrement, ces derniers commandent ses prises de poids ou ses nouvelles affaires, le matin tel un programme télé. Ce qui pourrait être une dénonciation de la télé-réalité si on va plus loin. Ce personnage n'a quasiment aucune importance au cours de la série, mais il fait partie de ces petits plus qui en font le sel. En numéro 10, Nora Bing jouée par Morgan Fairchild. Maman de Chandler, Nora est une écrivaine de livres érotiques à succès. Elle parle du fait qu'elle achète des capotes de Chandler à la télé, elle embrasse Ross lors d'une soirée arrosée et joue en permanence les allumeuses. Vous l'aurez compris, tout ceci peut être un petit peu déstabilisant pour son fils. Stéréotype de la croqueuse d'homme, Nora est aussi celle de la femme au mariage brisé. Mariage qui échoue car son mari s'est avéré homosexuel, Nora est l'archétype de la femme de 40 ans, de nouveau célibataire, désireuse de profiter à nouveau de la vie. J'aime Nora pour son culot, son côté décontracté et son côté « Je m'en fous de ce que tu penses de moi, je vis et si t'es pas contente c'est pareil, bitch !» Numéro 9, Jack et Judy Geller, joués respectivement par Elliot Gould et Christina Pickles. Parents de Ross et Monica, Jack et Judy sont des personnages récurrents de la série. Parents aimants, vivant dans une banlieue pavillonnaire, ils sont l'incarnation des parents imposant une pression tellement grande à leurs enfants qu'ils vont les traumatiser à la vie. Diagnostiquée stérile par les médecins, Judy est malgré tout tombée enceinte de Ross, le considérant donc comme un miracle. Malheureusement pour Monica, sa venue au monde est passée un petit peu plus inaperçue, entraînant des remarques constantes de sa mère jamais satisfait d'elle. La cause de tout ça fera de Ross un enfant brillant mais sans virilité, et de Monica une maniaque voulant que tout soit toujours parfait. Judy est dure avec sa fille, remarquant le moindre petit défaut et le commentera. Avec Ross par contre, elle ne tarira pas d'éloges à son égard et occultera le moindre défaut. Carole est lesbienne. Elle vit avec une femme qui s'appelle Suzanne. Elle va avoir un enfant, elle est enceinte de moi et Suzanne et Carole ont décidé d'élever le bébé. Et toi, tu ne m'en as même pas parlé.
Jack, quant à lui, va montrer autant d'éloges que sa femme envers leur fils, mais va essayer très maladroitement de complimenter Monica, mais de manière tellement mauvaise qu'on dirait qu'il essaye de justifier sa fille et ce qu'elle est par moments. Jack est un bon personnage secondaire, comique, mettant les pieds dans le plat, et Judy, elle, accentue encore plus les bords de son mari avec son sérieux et son air sévère. En numéro 8, Gunther, joué par James Michael Tiller. Serveur au Central Perk, subtil comme nom, hein. Café où se réunissent nos héros, Gunther n'a aucun trait de caractère particulier, excepté le fait qu'il est fou amoureux de Rachel. Ce personnage est la représentation de la personne n'osant pas déclarer sa flamme au point que cela le rende un chouïa obsessionnel, voire haineux. J'aurais voulu sortir avec toi si possible. Alors c'est ce que j'essaie de te demander, là, maintenant. Ah. Je viens de laisser tomber mon bol. Haineux au point de détester Ross pour être sorti avec Rachel et de ne pas pouvoir lui pardonner. L'attitude qu'il a à son égard est d'ailleurs hilarante à certains moments. Chacune de ses répliques fait ressentir au spectateur un mélange de pitié et de fou rire. Il est aussi l'incarnation de ce pourquoi il faut avouer ses sentiments. S'ils sont réciproques, cela peut alors donner une formidable histoire d'amour. Et si ce n'est pas le cas, alors non seulement vous ne serez plus dans l'illusion, mais en plus, après avoir encaissé le choc, cela vous permettra de passer à autre chose. Numéro 7, Monica, jouée par Courtney Cox Arquette. Alors, avant de commencer avec elle, petite anecdote. A la base, Courtney avait postulé pour le rôle de Rachel et Jennifer pour celui de Monica, mais les créateurs de la série ont décidé d'intervertir leur rôle. J'ai déjà survolé Monica quand j'ai parlé de ses parents, mais il y a bien plus à dire sur elle. Par un manque de reconnaissance totalement inconnu et mystérieux, Monica est devenue maniaque de l'hygiène, de l'ordre, ultra rigide et autoritaire. Chef custo, Monica est une ancienne grosse et en fait un régime monstre. Toute la série, elle aspire à avoir des enfants. Et qu'est-ce que tu entends par c'est peut-être ta seule chance, hein? Tu arrêtes de dire ces bêtises. Je n'ai que 26 ans et j'ai pas encore envie d'avoir un enfant, moi. Et à se marier. Monica est l'une des 3 grosses catégories de femmes de la série, dont les 2 autres sont bien évidemment Rachel et Phoebe. Elle représente la femme que la vieille société nous donne en exemple, faisant le ménage, voulant se marier et avoir des enfants. Mais à travers cette image, la série dénonce ce système en montrant que ce n'est pas vraiment un choix de sa part, mais plus une conséquence de l'autorité de ses parents. Enfin, le dénonce, mais donne un message de tolérance envers ces personnes voulant avoir une vie de famille avec mariage, enfants et maison. La série montre que tous les styles de vie peuvent être choisis tant qu'ils sont ce que nous voulons vraiment. Numéro 6, un fantasme pour beaucoup d'hommes, Rachel, jouée par Jennifer Aniston. Personnellement, je n'ai jamais été très attiré par Jennifer ni par aucune autre des héroïnes de la série. Elles sont belles, certes, mais ont une beauté trop superficielle et hollywoodienne à mon goût. Mais revenons à nos What. Rachel est à la fois chiante et intéressante dans ce que l'on voit d'elle. Intéressante par sa représentation de la femme moderne, s'émancipant de sa famille riche, ainsi que son fiancé, certes plein aux as, mais qu'elle n'aime pas. Elle va sortir de ses cages dorées pour affronter le monde réel en ayant du mal au début, mais finissant par s'affirmer et devenir une femme forte et indépendante. Elle est chiante à cause d'une seule raison. Sa relation amour-haine avec Ross. Pour certains et surtout pour certaines, c'est ce qui fait une grande partie de l'intérêt de la série. Mais pour ma part, je trouve leur histoire d'amour souvent lourde et forcée. Leur histoire a bien sûr ramené certains des plus beaux moments de la série, mais aussi des tournages en rond dignes d'un poisson rouge atteint d'Alzheimer. Ils s'aiment, se détestent, l'un oui, l'autre non, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on en arrive à se demander s'ils n'ont pas fait pile ou face pour savoir s'ils allaient les remettre ensemble ou pas à certains moments. Rachel est chiante par moments, Rachel est pourri gâtée par moments, Rachel ne sait même pas se servir d'un aspirateur au bout de 3 saisons. Mais Rachel est aussi le symbole de la possibilité de choisir sa voie malgré un environnement de départ qui ne vous laissait pas ce choix. Numéro 5, Joey, joué par Matt LeBlanc. Alors, pour Joey, autre petite anecdote. D'après une rumeur, Matt LeBlanc a atterri sur le casting de Friends car elle suivait une fille afin de la draguer. Je ne sais pas si cette anecdote est vraie, mais elle représente bien le personnage, car oui, Joey est un chaud lapin. Séducteur de la série, Joey est le colocataire de Chandler. Garçon gentil et attentionné envers sa famille et ses amis, Joey est aussi un peu con. Enfin, simplet et naïf dirons-nous plutôt. Le genre de personne à s'enfermer lui-même dans un meuble afin de le vendre, ce qui entraînera un cambriolage de l'appartement. Joey est aussi un acteur chômeur, plus souvent au Pôle emploi ou à travailler comme vendeur de sapins, car arpenter les tournages. Il est l'incarnation de la personne croyant en ses rêves et voulant vivre de sa passion mais sans le talent nécessaire pour. Si vous êtes pessimiste, vous voyez Joey comme la preuve qu'il faut être réaliste et arrêter quand il le faut. Et si vous êtes optimiste, vous le voyez comme un message disant que pour vivre ses rêves, il faut certes de la volonté, mais aussi de l'effort et de l'entraînement. Je suis sûr que Joey est en grande partie l'inspiration d'un autre acteur sans talent d'une autre série, Penny de The Big Bang Theory. Comme Joey, Penny n'est pas une bonne actrice, comme Joey, elle fait plus de petits boulots que de rôles, comme Joey, le sexe opposé la trouve très à son goût. Et comme Joey, elle est le personnage simplet de la série.
J'ai beaucoup d'affection pour Joey. Il n'est pas très malin, mais il possède un grand cœur et je préfère un Forrest Gump au cœur d'or qu'un Stephen Hawking sans sentiment. Numéro 4. Janice, jouée par Maggie Weller. Janice est une des femmes avec qui Chandler est sorti. Énervante au possible, chacune de ses apparitions est drôle à souhait. Elle est un personnage récurrent de la série qu'on va adorer voir donner des envies de meurtre à Chandler et aux autres. Son rire, sa façon de parler, tout en elle insufflerait la haine si on la voyait en face, mais est un pur moment de délire sur un écran. Numéro 3, Ross, joué par David Schwimmer. Ross est, comme dit précédemment, le frère de Monica. Il est aussi le meilleur ami de fac de Chandler, ainsi que fou amoureux de Rachel depuis des années. Paléontologue puis professeur universitaire, Ross est le personnage dont la carrière est la plus brillante. Niveau travail, Ross n'a donc pas à se plaindre. Mais niveau cœur, c'est sans doute le personnage le plus malchanceux de la série, étant donné qu'il a été marié 3 fois. Il a eu un enfant avec sa première ex-femme, devenue lesbienne, et ce premier mariage n'est pas le plus désastreux au vu des deux autres, pour vous dire. Ross est régulièrement chambré par ses amis au niveau de son travail. À peine a-t-il commencé à faire une anecdote sur la préhistoire que ses amis font semblant de dormir pour ne pas l'écouter. La blague est drôle par moments, mais un peu triste si on considère ça comme la représentation de la culture et du savoir de plus en plus ignoré. Car il faut dire que les discussions de la bande sont plus celles d'ados ou de jeunes adolescents que celles d'adultes cherchant à réfléchir sur notre monde ou à enrichir leur intellect. Ross est dans tout ça l'intelligence, le savoir et un rappel que la culture n'est pas à négliger. Numéro 2, Chandler Muriel Bing. Personnage joué par un acteur que j'aime beaucoup, Matthew Perry. C'est pour les femmes de la série, chacune des 3 principales représente une catégorie de la femme, il en va de même pour les hommes. Joey est le garçon simplet au travail instable, Ross le garçon cultivé qui adore ce qu'il fait, et Chandler le blagueur ayant un travail qu'il déteste. Travail dont on ne sait pas le nom d'un bout à autre de la série. Et d'ailleurs, le fait que personne ne sache ce qu'il fait montre clairement à quel point les amis peuvent se foutre de votre travail par moment. Chandler est le seul de la bande dont on ne connaît pas le job. On sait qu'il travaille dans un bureau, on sait qu'il déteste son métier, on sait qu'il a un ordinateur, mais ce qu'il fait est aussi mystérieux que de savoir qui est Jack l'Éventreur. Chandler est un pitre, mais ses blagues et jeux de mots sont surtout une carapace comme l'explique Roger, un psy sortant avec Phoebe durant la saison 1. Traumatisé par une mère un peu trop portée sur le sexe et un père aussi gay que Freddie Mercury se travestissant, Chandler est l'enfant du divorce dans sa représentation la plus symbolique. Il s'en veut du divorce de ses parents, ne sait pas trouver donc fait un boulot qu'il n'aime pas, vanator et à travers comme système d'autodéfense, incapable de pleurer et fumeur dès l'école primaire à cause des disputes de ses parents. Je revis le divorce de mes parents, oui, mais c'est à cause de ça que j'ai fumé pour la première fois. Comment ça, à 9 ans? Ouais. Ouais, mais si vous saviez ce que c'est qu'une petite cigarette juste après le 4 heures. Pour finir avec lui, petite anecdote. D'une saison à l'autre de Friends, on remarque que Matthew Perry a une corpulence en mode YOLO au niveau des saisons. Gros, maigre, gros, maigre, gros, maigre. Ce changement de poids extrême est dû à des problèmes d'alcool et de drogue. Après un personnage aussi joyeux, peut-on faire plus fun avec le numéro 1 ? Bien sûr ! Alors j'ai un peu triché étant donné qu'elles sont deux, Phoebe et Ursula jouées par Lisa Kudrow. Bon, je triche à moitié pour 2 raisons. Déjà, elles sont jouées par la même actrice et dans la série, elles sont jumelles. Enfant, mon personnage préféré était Chandler, mais avec le temps, j'ai fini par préférer Phoebe. Phoebe et Ursula sont l'incarnation de la vie qui commence très mal. Leur père s'est barré à leur naissance, leur mère s'est suicidée quand elles avaient 14 ans, elles ont dû vivre dans la rue, mendier, raqueter pour se nourrir et sûrement fait plein d'autres trucs dégueulasses juste pour vivre. Et quand des personnages ont vécu des choses aussi horribles, quelles peuvent être les conséquences sur leur vie ? Eh bien avec ces 2 personnages, on a les 2 extrêmes opposés. Je vais d'abord aborder le cas d'Ursula avant de passer à Phoebe. Ursula est une manipulatrice et une opportuniste. On sent qu'elle serait prête à tout pour réussir dans la vie. Pour vous dire à quel point elle a fait des films porno en prenant le nom de sa sœur, et elle s'est inventé une vie juste pour sortir avec un mec. Sens moral ? Connais pas, ça se fume ? Froide et sans pitié, on sent que les épreuves qu'elle a vécues lui ont transformé son cœur en iceberg. Elle n'entretient aucune relation avec sa sœur, ne lui donne pas certaines informations sur leur passé pourtant capital, comme le fait que leur mère ne soit pas leur mère biologique. Ursula est tout ce que la misère peut engendrer de mauvais. Phoebe quant à elle est l'exact opposé. Toujours de bonne humeur, la tête dans les nuages, gentille et avenante, Phoebe est un personnage qui en a bavé, mais qui a surmonté son passé et a avancé malgré ses blessures. Phoebe a un côté très enfantin qu'elle n'a pas pu exprimer étant jeune qui est vraiment touchant. Elle s'émerveille pour plein de choses que beaucoup trouveraient banales et voit le bon côté dans tout. Certains la considèrent comme hippie mais je ne suis pas d'accord. Ok, elle a un look similaire aux hippies, ok elle croit en la réincarnation aux esprits et à plein d'autres choses pas banales, mais ce n'est pas pour faire hippie selon moi. Elle est la représentation des personnes croyant à autre chose, quelque chose de plus grand, de magique, quelque chose qui va au-delà de ce que tu vois. Et en langage décollé, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle croit en la magie dans ce monde et personnellement je pense que ça ne ferait pas de mal à certains d'être un peu plus comme elle. Phoebe est gentille, généreuse et prête à offrir le plus beau des cadeaux à son demi-frère quand celui-ci lui demande.
Mais avec tout ça, je n'ai pas parlé du travail de ces deux jeunes femmes, si l'on oublie les petites vidéos extra perverses d'Ursula. Alors, pour Ursula, c'est simple, elle est serveuse. Phoebe, elle, est masseuse et joue ses compositions musicales au Central Perk. Sa chanson la plus célèbre est bien sûr Tu pues le chat, tu pues le chat, ce n'est pas ta faute. Mais elle en a fait d'autres comme Je joue pour moi, je ne fais pas la charité. Merci. ou bien Je suis dans la douche et je compose cette chanson. Arrêtez-moi si vous la connaissez. artiste sans grand talent, Phoebe met malgré tout toute son âme dans son art et c'est très honorable. Maintenant que j'ai fini avec les personnages, je voudrais aborder un point qui m'énerve un peu dans Friends. Certaines de leurs thématiques sont gâchées à mon sens. Par exemple, Ross qui est plein de culture se fait ignorer par ses amis quand il veut la partager avec eux. Phoebe passe pour une illuminée droguée à certains moments, comme si l'originalité et le savoir étaient discriminés. Je trouve ça vraiment étrange, alors soit c'est juste pour le côté drôle de la chose, soit c'est justement pour la critiquer, mais dans les deux cas ça marche à moitié. Mais malgré tout, Friends reste une excellente série qui a bercé la fin de mon enfance et ma préadolescence. Si tu ne l'as jamais vue et que tu n'es pas rebuté par les vieilles séries, je te la conseille vivement. C'est drôle, émouvant, la représentation de l'amitié est bien là, et cette série a posé les bases des sitcoms qui ont suivi après. Sur ces paroles d'amour, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez l'aimer, la partager et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi regarder mon premier top con. Sur ce, passez une bonne journée, soirée, insérez votre espace-temps. Serrated down my pantalon.